You're listening to the Corbett Report. High oil prices helped ExxonMobil boost its profits to nearly $11 billion in the latest quarter. Shell is the latest oil company to report a big rise in profits thanks to higher oil prices. The ability of speculators to profit is surely dwarfed by the ability of oil-producing nations to profit from a higher price of oil. Maybe the easiest way for these guys to make the money, manipulate oil back above $50, even $60. Le pétrole. De l'agriculture à Big Pharma, du camion diesel à notre assiette, des pipelines aux produits de plastique, il est impossible de penser à une zone de nos vies modernes qui ne repose pas sur l'industrie pétrochimique. L'histoire du pétrole est l'histoire du monde moderne. Les facettes de cette histoire sont bien connues. Rockefeller et Standard Oil, le moteur à combustion interne, la transformation du transport mondial, la maison des Saouds et les guerres de pétrole au Moyen-Orient. D'autres parties sont plus obscures. La quête pour le pétrole et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les intérêts pétrochimiques derrière la médecine moderne, l'argent Big Oil derrière la révolution verte et la révolution génétique. Mais cette histoire, proprement racontée, commence quelque part d'inattendu. Non en Pennsylvanie avec la première opération de forage commercial et le premier boom pétrolier, mais dans les forêts rurales de l'État au début du 19e siècle à New York. Et il ne démarre pas avec le pétrole brut ou ses dérivés, mais d'un produit tout à fait différent, l'huile de serpent. Dr. Bill Livingston, spécialiste du cancer célébré, était l'image même du vendeur nomade d'huile de serpent. Il n'était ni un médecin, ni un spécialiste du cancer. Son vrai nom n'était même pas Livingston. Plus précisément, sa tonique Rock Oil n'était qu'un mélange inutile de laxatifs et de pétrole et a eu aucun effet sur le cancer des pauvres citadins qu'il a escroqués. Il a vécu comme un vagabond, toujours à l'affût du dernier groupe de personnes qui l'avaient trompé. Engagé dans des déceptions toujours plus scandaleuses afin d'empêcher le passé de le rattraper. Il a abandonné sa première femme et leurs 6 enfants pour commencer un mariage bigame au Canada, en même temps qu'il a engendré 2 enfants avec une 3e. Il a adopté le nom de Livingston après avoir été inculpé pour le viol d'une jeune fille à Cayuga en 1849. Quand il n'était pas absent ou ne disparaissait pas pendant des années, il enseignait à ses enfants les astuces de son métier perfide. Une fois, il se vantait de sa technique parentale. « Je triche mes garçons à la moindre occasion. Je veux qu'ils soient vigilants. » Il prenait avantage de son imposante stature de plus de 6 pieds et de sa belle apparence. Il se faisait appeler Big Bill. D'autres, moins généreux, l'appelaient Devil Bill. Mais son vrai nom était William Avery Rockefeller. Et c'était son fils, John D. Rockefeller, qui allait fonder le monopole Standard Oil et devenir le premier milliardaire du monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est le monde créé à l'image de Devil Bill. Un monde fondé sur la trahison, la tromperie et la naïveté d'un public qui n'a jamais appris les manigances auxquelles Rockefeller et compagnie ont eu recours pour façonner le monde depuis 150 ans. Ceci est l'histoire de l'oligarchie. Titusville, 1857. Un homme plus qu'improbable descend d'un wagon de chemin de fer en plein milieu de cette ville endormie à l'ouest de la Pennsylvanie sur les rives de Oil Creek. Colonel Edwin Drake. Il est de la Pennsylvania Rock Oil Company et il est ici en mission, extraire du pétrole. Comme pour le Dr. Bill, Drake n'est pas vraiment un colonel. Le titre lui a été accordé par George Bissell et James Townsend, un avocat et un banquier qui ont lancé la Pennsylvania Rock Oil Company après avoir découvert qu'ils pouvaient distiller le pétrole d'origine naturelle de la région de Seneca en huile à lampe ou en kérosène. Drake est en fait un ex-conducteur de chemin de fer chômeur qui s'était éloquemment déniché un emploi après avoir séjourné dans le même hôtel que Maître Bissell l'année précédente. Le surnom de colonel, on l'espère, aidera à gagner le respect de la population locale. Les habitants pensent qu'il est fou de toute façon,
Seneca était bien riche en pétrole, bouillonnante et suintante à la collecte dans les ruisseaux, mais à part que, comme une panacée en médecine ou une graisse en machine de la scierie locale, il est à peine considéré comme quelque chose de précieux. En fait, il est peut-être carrément une nuisance, contaminant les puits de saumure qui alimentent l'industrie du sel en plein essor à Pittsburgh. Pourtant, Drake a une tâche à accomplir. Trouver un moyen de recueillir suffisamment de pétrole pour en faire de la distillation en huile à lampe rentable. Il tente tout ce qu'il peut imaginer. Les Amérindiens avaient historiquement recueilli l'huile en endiguant le ruisseau près d'un suintement et en récupérant l'huile qui flottait. Mais Drake ne peut recueillir que 6 à 10 gallons de pétrole par jour de cette façon. Même quand il ouvre des suintements supplémentaires, il essaie de creuser un puits, mais l'eau souterraine se mélange trop rapidement au pétrole. À l'été 1859, Drake est désespéré. Il est à court d'idées. Bissell et Townsend, eux, sont à court de patience et surtout la société a épuisé ses avoirs. Il se tourne vers l'oncle Billy Smith, un forgeron de Pittsburgh qui avait l'expérience de forage de puits de saumure avec des machines à vapeur. Ils apprennent à forer à travers la roche de schiste pour atteindre le pétrole. C'est une corvée lente et pénible avec du matériel brut ayant du mal à passer à travers 1 mètre de roche par jour. Le 27 août, ils avaient foré jusqu'à 69 pieds et demi. Drake avait épuisé ses derniers centimes et Bissell et ses partenaires ont décidé de fermer l'opération. Le 28 août, ils tombent sur du pétrole. Then on Sunday, August 28, 1859, oil bubbled up the drive pipe. Uncle Billy and his son Sam bailed out several buckets of oil. On Monday, the very day that Colonel Drake received his final payment and in order to close down the operation, they hitched the walking beam to a water pump and the oil began to flow. The first oil was to sell for $40 a barrel. Years later, a local newspaper interviewed Uncle Billy about the day they struck oil. I commenced drilling, and at 4 o'clock I struck the oil. I says to Mr. Drake, "Look there. What do you think of this?" He looked down the pipe and said, "What's that?" I said, "That is your fortune." Le puits de Drake venait de prouver que le pétrole se trouvait en abondance et pouvait être produit à faible coût par simple forage. En une nuit, toute une nouvelle industrie était née. Avant longtemps, les lampes de millions de maisons, de fermes et d'usines dans le monde entier seraient allumées avec du kérosène raffiné de l'ouest de la Pennsylvanie. Lamps would be lit with kerosene, refined from West Pennsylvania crude. When the word came out that Drake had struck oil, the cry went up throughout the narrow valleys of western Pennsylvania. The crazy Yankee has struck oil, the crazy Yankee has struck oil. And it was the first great boom. It was like a gold rush. Down in Pennsylvania, there is plenty oil, they say. Petroleum, petroleum, we must all have some. La nuit où le tranquille arrière-pays agricole de la Pennsylvanie rurale a été transformé en une région pétrolière allumée avec des prospecteurs qui louaient des appartements, des villes sont apparues de nulle part avec une forêt de plateformes de forage couvrant l'horizon. Le premier boom pétrolier était né. Déjà prêt à tirer le meilleur de ce boom, un jeune comptable de Cleveland avec une tête pour les nombres, John Davidson Rockefeller, avait un avenir prometteur. Il avait 2 ambitions dans la vie. Faire 100 000 $ et vivre jusqu'à 100 ans. John D. est parti pour faire sa fortune à la fin des années 1850, armé d'un prêt de 1 000 $ de son père, Devil Bill. Grandfather never finished high school and went to Cleveland having borrowed $1,000 from his father to start business, paid 9% interest on it incidentally. And he read about the oil business just beginning and got interested and came to realize that it was a very volatile business at the time. En 1863, voyant le boom pétrolier et notant les bénéfices réalisés par l'entreprise naissante, Rockefeller a formé un partenariat avec ses compatriotes et hommes d'affaires, Morris B. Clark et Samuel Andrews.
Un chimiste qui avait construit une raffinerie de pétrole, mais ignorait tout des stratégies pour mettre le produit sur le marché. En 1865, le rusé John Dee a racheté ses partenaires pour 72 500 $, et avec Andrews, en tant que partenaire, a lancé Rockefeller & Andrews. En 1870, après 5 ans de partenariat stratégique et de fusion, Rockefeller a intégré Standard Oil. In a move that would transform the American economy, Rockefeller set out to replace a world of independent oil men with a giant company controlled by him. In 1870, begging bankers for more loans, he formed Standard Oil of Ohio. The next year, he quietly put what he called Our Plan, his campaign to dominate the volatile oil industry, into devastating effect. Rockefeller knew that the refiner with the lowest transportation cost could bring rivals to their knees. He entered into a secret alliance with the railroads called the South Improvement Company. In exchange for large, regular shipments, Rockefeller and his allies secured transport rates far lower than those of their bewildered competitors. By 1879, when Rockefeller is 40, he controls 90% of the oil refining in the world. Within a few years, he will control 90% of the marketing of oil and a third of all of the oil wells. So this very young man controls what is not only a national but an international monopoly in a commodity that is about to become the most important strategic commodity in the world economy. Dans les années 1880, l'industrie pétrolière américaine était la Standard Oil Company. Et Standard Oil était John D. Rockefeller. Il ne fallut que peu de temps, cependant, avant qu'une poignée de familles aussi ambitieuses et bien connectées commence à imiter l'histoire à succès de Standard Oil ailleurs dans le monde. Un tel concurrent a émergé du Caucase dans les années 1870, où la Russie impériale avait ouvert les vastes gisements de pétrole de la mer Caspienne au développement privé. Deux familles ont rapidement allié leurs forces pour profiter de l'occasion. Les Nobel, dirigés par Ludwig Nobel, incluant son frère Alfred, inventeur de la dynamite et créateur des prix Nobel, sans oublier la branche française de l'infâme dynastie bancaire des Rothschild, dirigée par Alphonse Rothschild. En 1891, les Rothschild ont contracté M. Samuel & Co., une compagnie maritime d'Extrême-Orient dont le siège est à Londres et dirigée par Marcus Samuel, pour faire ce qui n'avait jamais été fait auparavant, expédier leur pétrole nobilisé de la mer Caspienne par le canal de Suez vers les marchés asiatiques. Le projet était immense. Il impliquait non seulement de l'ingénierie sophistiquée pour construire les premiers pétroliers à être approuvés par la Suez Canal Company, mais également le plus grand secret. Si ces plans arrivaient à l'oreille de Rockefeller à travers son réseau de renseignement international, on risquerait la colère de la Standard Oil, qui pourrait se permettre de réduire les prix et d'ainsi écraser toute concurrence. En fin de compte, ils ont réussi, et le premier navire citerne, le Murex, a navigué par le canal de Suez en 1892 en route vers la Thaïlande. En 1897, M. Samuel & Co. est devenu la Shell Transport and Trading Company. Réalisant que le recours au pétrole Rothschild Nobel de la mer Caspienne avait laissé l'entreprise vulnérable au choc de l'offre et la demande, Shell a commencé à se tourner vers l'Extrême-Orient pour d'autres sources de pétrole. À Bornéo, ils se heurtèrent à Royal Dutch Petroleum, établi à La Haye en 1890 avec le soutien du roi Guillaume III des Pays-Bas, pour développer les gisements d'hydrocarbures dans les Indes néerlandaises. Les deux sociétés, craignant la concurrence de la Standard Oil, ont fusionné en 1903 dans l'Asiatic Petroleum Company, détenue conjointement avec les Rothschild français, et en 1907, elle est devenue Royal Dutch Shell. Un autre concurrent mondial, au trône de la Standard Oil, a émergé en Iran au tournant du 20e siècle. En 1901, le millionnaire socialiste William Knox D'Arcy a négocié une concession incroyable avec le roi de Perse, les droits exclusifs de prospection d'hydrocarbures dans la majeure partie du pays pour 60 ans.
Après 7 ans de recherche infructueuse, Darcy et son partenaire de Glasgow, Burma Oil, étaient prêts à totalement abandonner le pays. Au tout début de mai 1908, ils ont envoyé un télégramme à leur géologue en lui disant de licencier son personnel, démanteler son équipement et revenir à la maison. Il a défié l'ordre et trouva du pétrole quelques semaines plus tard. Burma Oil a rapidement lancé la Anglo-Persian Oil Company pour superviser la production de pétrole perse. Le gouvernement britannique a pris le contrôle majoritaire de 51% des actions de la société en 1914 à la demande de Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, et survit aujourd'hui comme BP, British Petroleum. Les Rothschild et Nobel, la famille royale néerlandaise, les Rockefeller. Ces premiers titans de l'industrie pétrolière et de leur entreprise écran se plaçaient comme les icônes d'une nouvelle oligarchie construite autour du pétrole et son contrôle, de la tête des puits jusqu'à votre voiture. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Cette monopolisation de la ressource énergétique clé du XXe siècle a permis aux oligarques d'obtenir non seulement la richesse, mais le pouvoir sur la vie de milliards de gens, des milliards qui sont venus à dépendre de l'or noir pour à peu près tous les aspects de leur vie quotidienne. À la fin du 19e siècle, cependant, l'avenir du pétrole comme ressource clé du XXe siècle n'était pas vraiment garanti. Comme l'ampoule électrique, nouvellement commercialisée, commençait à prendre le marché de l'huile à lampe, les oligarques étaient sur le point de perdre la valeur de leur monopole. Mais une série de coups chanceux était sur le point de catapulter leur fortune vers des sommets encore jamais vus. L'année suivante, après la commercialisation de l'ampoule, une autre invention émerge pour sauver l'industrie pétrolière. Un ingénieur allemand, Karl Benz, fait breveter un moteur à combustion interne fiable à 2 temps. Le moteur fonctionnait à l'essence, un autre sous-produit du pétrole, et est devenu la base de la Benz Motor Wagon qui, en 1888, est devenue la première voiture commerciale de l'histoire. Et avec ce coup chanceux, le projet que Rockefeller et les autres oligarques avaient passé des décennies à consolider fut sauvé. Mais pour assurer le marché de ce nouveau moteur, il fallait d'autres coups chanceux. Dans les premiers jours de l'ère de l'automobile, c'était loin d'être sûr que les voitures à essence arriveraient à dominer le marché. Les modèles électriques étaient fonctionnels depuis les années 1830 et la première voiture électrique commerciale a été construite en 1884. Déjà, en 1897, il y avait une flotte de taxis entièrement électriques comme navette à Londres. Le record de vitesse terrestre mondial a été fixé par une voiture électrique en 1898. À l'aube du 20e siècle, les voitures électriques représentaient 28% des voitures aux États-Unis. L'électricité a des avantages sur le moteur à combustion interne. Il ne nécessitait pas de changement de vitesse ou de manivelle à la main, était sans vibration, odeur ou bruit associés aux voitures à essence. Madame Lachance est intervenue à nouveau le 10 janvier 1901, lorsque les prospecteurs ont trouvé du pétrole à Spindletop, dans l'est du Texas. Le geyser souffla 100 000 barils par jour et a déclenché le boom pétrolier suivant, en fournissant du pétrole abordable en abondance au marché américain et entraînant une baisse des prix. Il ne fallut que peu de temps avant que les moteurs électriques plus coûteux et à faible autonomie ne soient abandonnés complètement, remplacés par les gros moteurs forts et énergivores alimentés par l'or noir que Standard Oil, Shell, Gulf, Texaco, Anglo-Persian et les autres compagnies pétrolières de l'époque foraient, raffinaient et vendaient. Là où John Dee a probablement été le plus chanceux cependant, n'était pas censé être de la chance du tout. Rockefeller a fait l'objet d'une attention croissante par un public indigné par les richesses sans précédent qu'il avait amassées grâce à la Standard Oil. Des journalistes muckraking comme Ida Turnbull ont commencé à creuser dans le passé de son ascension au pouvoir par des conspirations de chemin de fer, des accords secrets avec des concurrents et autres pratiques douteuses. La presse le décrit comme un colosse avec les politiciens soudoyés littéralement dans la paume de sa main. Standard Oil était une pieuvre menaçante avec ses tentacules étranglant l'élément vital de la nation. Les audiences ont débuté, des enquêtes ont été lancées, des poursuites ont été engagées contre lui, et puis enfin, en 1911, la Cour suprême a rendu une décision monumentale.
On May 15, 1911, the Supreme Court of the United States declared that Standard Oil was a monopoly in restraint of trade and should be dissolved. Rockefeller heard of the decision while golfing at Kykuit with a priest from the local Catholic Church, Father J.P. Lennon. And Rockefeller reacted with amazing aplomb. He turned to the Catholic priest and said, "Father Lennon, have you some money?" And the priest was very startled by the question and said, "No." And then he said, "Why?" And Rockefeller replied, "Buy Standard Oil." As Rockefeller foresaw, the individual Standard Oil companies were worth more than the single corporation. In the next few years, their shares doubled and tripled in value. By the time the reign of cash was over, Rockefeller had the greatest personal fortune in history, nearly 2% of the American economy. And it was really losing the antitrust case that converted John D. Rockefeller into history's first billionaire. So that Standard Oil was punished in the federal antitrust case, but John D. Rockefeller Sr. most assuredly was not. Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait justifier la trahison et la tromperie avec laquelle il avait poursuivi la création du monopole Standard Oil, John D. Rockefeller est réputé pour avoir répondu « La concurrence est un péché ». C'est la mentalité du monopoliste, et c'est cette même justification, encadrée comme une conviction religieuse, qui a poussé les oligarques à éliminer si impitoyablement quiconque osait se lever comme un prétendant à leur trône. Ironiquement, ce fut la compétition entre les oligarques au début du 20e siècle qui a contribué très tôt à donner naissance à une menace extérieure à leur empire, l'éthanol. Comme l'historien Lal Cummins a noté de la période, les batailles financières de pétrole entre Rockefeller, les Rothschild, les Nobel et Shell de Marcus Samuel maintenaient les prix en fluctuation constante et les moteurs devaient être conçus, adaptables au carburant qui était disponible. Dans de nombreux domaines où le pétrole n'était pas disponible, l'alternative était l'alcool. L'alcool éthylique était utilisé comme combustible pour des lampes et les moteurs depuis le début du 19e siècle. Bien qu'il était généralement plus coûteux, l'éthanol permettait un approvisionnement fiable qui était séduisant, en particulier dans les endroits tels que Londres ou Paris qui ne disposent pas d'un approvisionnement en pétrole aussi fiable. L'alcool a une valeur calorifique inférieure à l'essence, mais une série de tests par le US Geological Survey et le US Navy en 1907 et 1908 ont montré que le taux de compression plus élevé des moteurs à l'alcool pouvait parfaitement compenser cette valeur calorifique, résultant ici en des moteurs à l'alcool équivalents aux moteurs à pétrole en consommation de carburant. Un des premiers partisans de l'alcool comme carburant était Henry Ford, qui a conçu son Model T pour fonctionner sur l'alcool ou l'essence. Il y voyait une opportunité de nouveau marché pour stimuler les fermes américaines indépendantes, si vitales à la nation à ses yeux. Henry Ford aurait dit au New York Times « Le carburant de l'avenir va venir de fruits comme ce sumac au bord de la route, ou à partir de pommes, de mauvaises herbes, de sciure de bois, presque n'importe quoi. Il y a du carburant fermenté dans chaque particule de matière végétale. » Les agriculteurs, qui cherchaient à en tirer profit, faisaient pression pour la fin d'une taxe de 2,08 $ le gallon sur l'alcool, imposée pour aider à rembourser la dette de la guerre civile. Ils ont été aidés par ceux qui voyaient l'éthanol comme la façon de briser le monopole des oligarques. À l'appui d'un projet de loi pour abroger la taxe sur l'alcool, le président Teddy Roosevelt a dit au Congrès américain en 1906 « La Standard Oil Company a, en grande partie, par des méthodes abusives ou illicites, écrasé la concurrence à la maison. Il est hautement souhaitable qu'un élément de la concurrence soit introduit par le passage d'une telle loi comme celle qui a été adoptée par la Chambre en mettant l'alcool utilisé dans les arts et les fabriques sur la liste hors taxe. » La taxe sur l'alcool a été abrogée en 1906 et pour un certain temps, l'éthanol de maïs était moins cher à 14 cents le gallon que l'essence à 22 cents le gallon.
La promesse d'une production de carburant abordable et immonopolisable, ouverte à toute personne avec de la matière végétale, a conquis la nation. Mais du carburant abondant et pas cher, qui peut être cultivé et produit localement et indépendamment, ne coïncidait pas avec les projets des oligarques. Un rapport du USGS de 1909 comparant les moteurs à gaz et à l'alcool avait noté un point important en faveur de l'alcool. Il y avait moins de restrictions sur les moteurs à l'alcool. Pour les oligarques, la réponse était simple: trouver un moyen de placer des restrictions plus sévères sur les moteurs à l'alcool. Heureusement pour eux, la réponse à leurs problèmes gagnait déjà du soutien populaire. Au 19e siècle, l'Amérique avait un problème d'alcool. En 1830, l'Américain moyen de plus de 15 ans buvait en moyenne 7 litres d'alcool pur par an, 3 fois plus élevé que la moyenne actuelle. C'est ce qui a conduit les premiers mouvements anti-alcool des années 1830 et 1840 et la formation du parti Prohibition en 1869 et le syndicat féminin de la Christian Temperance dans les années 1870. Le mouvement bénéficiait d'un soutien généralisé et croissant, mais avait peu de succès politique. L'État du Maine a flirté avec la prohibition en interdisant la vente et la production de boissons alcoolisées en 1851, mais l'interdiction n'a duré que 5 ans. Le changement est venu en 1893 avec la formation de la Ligue Anti-Saloon de l'État de l'Ohio, où est née la Standard Oil. L'ASL a été lancée par un ami personnel de longue date de John D. Rockefeller, Howard Hyde Russell, et était financée en partie par des dons annuels généreux de Rockefeller lui-même. L'ASL, avec le soutien de Rockefeller, est rapidement devenue la force motrice derrière un mouvement national visant à interdire la production et la vente de l'alcool. Rockefeller, lui, préférait l'abstinence, non pas par souci moral, mais parce qu'il avait peur que la bonne humeur entre amis conduirait à son déclin en affaires. Stephen Harkness, un des investisseurs partenaires silencieux de la Standard Oil et directeur de la compagnie jusqu'à sa mort, avait obtenu l'admiration de Rockefeller quand il a fait une fortune achetant du whisky avant le passage d'une nouvelle taxe dont il avait secrètement eu vent, puis de la vendre à gros profit après que la taxe soit passée. Non, Rockefeller et Standard Oil n'étaient pas préoccupés par l'état moral de la nation, sauf dans la mesure où elle aurait une incidence négative sur la business. Mais lorsque l'interdiction est venue en 1920, il a eu un effet secondaire intéressant. Même si l'utilisation de l'éthanol comme carburant n'a pas été directement interdite, de plus en plus de restrictions contraignantes obligeaient les producteurs à ajouter des produits pétroliers à leur éthanol pour la rendre toxique avant de la vendre. L'éthanol, maintenant complètement incapable de rivaliser avec l'essence, a été totalement abandonné par l'industrie automobile. Une autre menace existentielle du début pour les grandes fortunes des oligarques allait exiger un effort encore plus grand en ingénierie sociale. Le transport en commun était cette menace. À la fin de la Première Guerre mondiale, ceux qui possédaient une voiture étaient plutôt rares. Seulement un Américain sur 10 possédait une voiture. Le train était encore le transport de choix pour la grande majorité de la population. Et les citadins, dans la plupart des grandes villes, se fiaient sur des réseaux de tramways électriques. En 1936, General Motors créa une compagnie écran, la National City Lines, qui, avec Firestone et Standard Oil of California, a mis en œuvre un processus d'autobustitution. Jeter les tramways aux ordures et démanteler les réseaux ferroviaires électriques pour les remplacer par des autobus GM fonctionnant au diesel fournis par Standard Oil. Le plan a remarquablement réussi. Comme le fait remarquer l'historien et chercheur William Engel F. dans Mythes, mensonges et guerre de pétrole, à la fin des années 1940, GM avait acheté et jeté aux ordures plus d'une centaine de systèmes de transport en commun électriques municipaux de 45 villes, remplacés par des autobus GM brûlant du pétrole. En 1955, près de 90% des lignes de tramway électriques aux États-Unis avaient été anéanties ou éliminées. Le cartel avait pris soin de cacher son implication dans la National City Lines, mais tout a été rendu public en 1946 par un entrepreneur retraité et capitaine de bateau, Edwin J. Quinby. Il a écrit un manifeste exposant ce qu'il a appelé une campagne délibérément planifiée pour vous escroquer de vos services publics, le plus important et précieux de tous,
le système ferroviaire électrique. Il a découvert les actions de la National City Lines et de ses filiales que possédaient les oligarques, et il a détaillé comment ils avaient, étape par étape, acheté et détruit les lignes de transport en commun à Baltimore, Los Angeles, Saint-Louis et d'autres grands centres urbains. Le cri d'alarme de Quinby a attiré l'attention des procureurs fédéraux et en 1947, National City Lines a été inculpé pour complot en vue de former un monopole du transport et de complot en vue de monopoliser les ventes d'autobus et d'équipements. En 1949, GM, Firestone, Standard Oil de Californie et leurs dirigeants et associés ont été condamnés sur le deuxième chef d'accusation de complot. La punition pour l'achat et le démantèlement des infrastructures de transport en commun de l'Amérique? Une amende de 5 000 $. H.C. Grossman, qui avait été le directeur de la Pacific City Lines, avait supervisé la démolition du système de transport de la Pacific Electric LA d'une valeur de 100 millions de $. Il a été condamné à une amende d'exactement $1. Sans surprise, GM et ses associés ne sont pas restés dans leur niche très longtemps. En 1953, le président Eisenhower a nommé Charles Wilson, le président de General Motors, en tant que secrétaire de la Défense. Wilson, avec Francis Dupont de la famille Dupont-Rockefeller comme administrateur en chef de la voirie fédérale, a supervisé l'un des plus grands projets de travaux publics de l'histoire américaine, la création du réseau national d'autoroutes. Avec une taxe du temps de guerre sur les billets de train encore fonctionnels et financés par l'État, les autoroutes et les aéroports offraient une alternative bien moins chère. L'achalandage du transport ferroviaire a chuté d'un étonnant 84% entre 1945 et 1964. Cette ingénierie sociale fut très lucrative pour Standard Oil et sa liste croissante d'associés en pétrochimie. Dans les 2 décennies et demie après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la production de véhicules à Détroit a presque triplé, passant de 4,5 millions de voitures par an en 1940 à plus de 11 millions en 1965. Par conséquent, les ventes de pétrole raffiné sur la même période ont augmenté de 300%. Mais Rockefeller n'était pas le seul oligarque œuvrant à écraser toute opposition à son monopole. De l'autre côté de l'étang, les oligarques européens travaillaient pour protéger leurs propres investissements pétroliers contre les concurrents eux aussi. En 1889, un consortium d'investisseurs allemands mené par la Deutsche Bank de Siemens a obtenu une concession du gouvernement turc pour l'extension d'une ligne de chemin de fer reliant Berlin à Basra sur le golfe Persique via Bagdad dans ce qui faisait alors partie de l'Empire ottoman. La concession du chemin de fer Berlin-Bagdad était pour 99 ans et venait avec des droits miniers pour une vingtaine de kilomètres de chaque côté du chemin. Une affaire particulièrement lucrative puisque le rail passait en plein cœur des régions pétrolières mésopotamiennes encore inexploitées le long de la rivière Tigre au sud de Mossoul. Pour les pouvoirs derrière l'Empire britannique, préoccupés par la montée en puissance de l'armée allemande, cet accord était inacceptable. Les oligarques britanniques, y compris la couronne britannique avec sa participation de contrôle caché dans Anglo-Persian Oil, et marchand de Rothschild de Marcus Samuel à Royal Dutch Shell, ont cherché à contrer cette menace allemande à leurs intérêts commerciaux et stratégiques. Ils ont utilisé un citoyen britannique d'origine arménienne mais naturalisé, Calouste Gulbenkian, architecte de la fusion de Royal Dutch Shell, comme il a noté plus tard, pour que l'influence britannique obtienne la haute main en Turquie contre les Allemands. Si telle était sa tâche, ce fut un succès remarquable. En 1909, les Britanniques mirent en place la Banque nationale turque, qui était turque seulement dans l'appellation. Fondée par le banquier londonais Sir Edward Castle et avec ses réalisateurs comme Hugo Baring de la famille bancaire Barings, Castle lui-même, Gulbenkian et la banque ont mis en place la Turkish Petroleum Company en 1912. Formé explicitement à exploiter les riches champs pétrolifères de l'Irak, alors une partie de l'Empire ottoman, Gulbenkian a négocié un accord qui a forcé la Deutsche Bank, avec ses 40 km de concessions le long de la ligne de chemin de fer de Bagdad, riche en pétrole, à un partenariat dans la nouvelle compagnie pétrolière. Les actions ont été divisées de manière à ce que le gouvernement britannique en possède la moitié,
avec Royal Dutch Shell et Deutsche Bank se partageant l'autre moitié. Leur plan de bloquer l'Allemagne des intérêts pétroliers turcs avait été couronné de succès, mais dans une ironie incroyable, ça n'a rien changé. Les négociations de Gulbenkian se sont terminées avec la concession du pétrole irakien le 28 juin 1914, le même jour où Ferdinand a été détrôné à Sarajevo. Une alliance des Britanniques qui venait contraindre pour longtemps la menace allemande montante, et une autre alliance, entre la France et la Russie cette fois, plongèrent le monde dans la guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques et leurs alliés avaient pris l'Irak et ses gisements de pétrole de toute façon. L'Allemagne avait été complètement coupée et Gulbenkian, leur louche serviteur, recevait 5% de tous les produits des champs pétrolifères du pays nouvellement créés. Alors que le siècle avançait, l'industrie pétrolière a grandi au-delà du contrôle d'une poignée de familles qui avait dominé depuis sa création. Les gisements de pétrole du monde entier ont été localisés géographiquement et les ressources d'États nations entières ont été mises à profit pour les contrôler. Maintenant, la menace pour les oligarques nécessiterait des réponses multilatérales et multinationales et les conséquences de ces accords se feront ressentir dans le monde entier. L'histoire du choc pétrolier de 1973, tel qu'il nous a été livré dans les livres d'histoire, est bien connue. By the late 1960s, the nation relied on imported oil to keep the economy strong. Then, in the early 1970s, oil-dependent America's nightmares came true. Thirteen oil-producing countries in the Middle East and South America formed OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries. In 1973, OPEC placed an oil embargo on the U.S. and other nations that had supported Israel against the Arab states in the Yom Kippur War. The American economy went into a tailspin as gas shortages gripped the nation. Peu cependant savent que la crise et la réponse qui ont suivi avaient en fait été préparées des mois à l'avance lors d'une réunion secrète en Suède, toujours en 1973. La réunion était la réunion annuelle du groupe des Bilderberg, une cabale secrète formée par le prince Bernhard des Pays-Bas en 1954. La famille royale néerlandaise a non seulement donné son empreinte royale à Royal Dutch Petroleum, ils sont encore reconnus avec les Rothschild comme l'un des principaux actionnaires de Royal Dutch Shell, à l'époque où les avoirs pétroliers anglo-néerlandais de la reine Wilhelmina et ses autres investissements donnaient naissance à la première femme milliardaire du monde jusqu'à ce jour. La liste des invités de Bernhard du groupe Bilderberg reflète sa position dans l'oligarchie. À côté de lui, lors de la conférence suédoise, étaient David Rockefeller, de la dynastie Standard Oil, et son protégé, Henry Kissinger, le baron Edmond de Rothschild, Emilio Collado, vice-président d'Exxon, Sir Dennis Greenhill, directeur de BP, et Jarrett A. Wagner, président de la Royal Dutch Shell de Bernhard. Lors de la réunion en Suède, tenue 5 mois avant le début de la crise du pétrole, les oligarques et leurs alliés politiques et corporatifs planifiaient leur réponse à une crise monétaire qui menaçait la domination mondiale du dollar américain. Dans le cadre du système de Bretton Woods, négocié dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain serait l'épine dorsale du système monétaire mondial. Convertible en or à 35 $ par once avec toutes les autres monnaies chevillées à elle. L'augmentation des dépenses des États-Unis au Vietnam et la baisse des exportations ont amené l'Allemagne, la France et d'autres pays à commencer à exiger de l'or pour leur dollar. Avec les avoirs en or officiel de la Réserve fédérale s'écroulant et son incapacité à répondre à la marée de la demande, Nixon a abandonné Bretton Woods en août 1971, menaçant la position du dollar comme monnaie de réserve mondiale.
Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Comme les documents divulgués sur la réunion des Bilderberg le démontrent, les oligarques ont décidé d'utiliser leur contrôle sur le flux de pétrole pour sauver l'hégémonie américaine. À l'affût que l'OPEP pourrait complètement désorganiser et compromettre le système monétaire mondial, les Bilderberg se préparaient pour une crise énergétique ou une augmentation des dépenses énergétiques, qui, selon leurs prédictions, pourrait signifier une hausse des prix du pétrole jusqu'à 10 et 12 $ le baril, alors que le prix de l'or n'était que de 3 $ le baril, une hausse de 400%. 5 mois plus tard, les Bilderbergers et le protégé de Rockefeller, Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État de Nixon, ont conçu la guerre de Kippour pour provoquer la réponse de l'OPEP, un embargo pétrolier aux États-Unis et les autres pays qui avaient soutenu Israël. Le 16 octobre 1973, l'OPEP a augmenté les prix de pétrole de 70%. Lors de la réunion de décembre, le Shah d'Iran a exigé et obtenu une autre augmentation à 11,65 $ le baril, soit 400% du prix d'avant la crise. Interrogé par l'émissaire personnel du roi saoudien Faisal sur les raisons qui l'avaient poussé à une telle augmentation de prix, il a répondu « Dis à ton roi, s'il veut la réponse à cette question, qu'il devrait aller à Washington et demander à Henry Kissinger. » Dans la seconde partie de l'opération, Kissinger a aidé à négocier un accord avec l'Arabie saoudite en échange d'armes américaines et de protection militaire. Toutes les futures ventes de pétrole saoudien s'effectueraient en dollars, et ces dollars seraient recyclés grâce à des achats de trésorerie par les banques de Wall Street. L'opération fut une super aubaine pour les oligarques. Non seulement ils arrivaient à passer les hausses de prix sur le dos des consommateurs, mais ils ont profité d'énormes flux de cash dans leur propre banque. Le Shah d'Iran gardait les revenus de la National Iranian Oil Company dans la Chase Bank de Rockefeller lui-même. Des revenus qui ont atteint 14 milliards de dollars par année pendant la crise de pétrole. Avec la création de ce nouveau système de pétrodollars, les oligarques avaient atteint des niveaux de contrôle sur l'économie sans précédent. Non seulement le système monétaire mondial était maintenant fondé sur leurs produits, le pétrole, mais ils avaient soumis les pays producteurs potentiellement concurrents sous leur domination en une seule étape. Mais pour l'appétit insatiable de ces titans monopolistes, le simple contrôle sur le système monétaire mondial ne suffisait pas. Au 19e siècle, les conspirations de chemin de fer et de prix gonflés ou fort réduits ont été suffisants pour assurer le monopole des oligarques. Mais à l'époque où la couronne britannique, la famille royale néerlandaise, les Rothschild et les autres oligarques européens commençaient à ouvrir le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient à l'exploration pétrolière au début du 20e siècle, l'objectif n'était plus de maximiser les profits ou la domination de l'industrie pétrolière, ni même de contrôler la diplomatie internationale. C'était de contrôler et de façonner le monde lui-même, ses ressources, son environnement, ses gens. Afin d'atteindre cet objectif, l'oligarchie avait besoin de se refaire une beauté. De nos jours, le nom Rockefeller est plus susceptible d'être associé à Rockefeller Plaza ou à l'université Rockefeller plutôt qu'à la Standard Oil. Il est donc difficile de s'imaginer à quel point John Dee était détesté à son époque. Il était le chef du monstre Standard Oil, une pieuvre étranglant le monde dans ses tentacules, un jardinier aspergeant tout concurrent à sa fleur de monopole avec les pires herbicides. Comme les plus riches le savent trop bien, il était une cible facile pour les frustrations de la classe ouvrière,
mais magnétique pour les pauvres qui cherchaient de l'aide. He received on average 50 to 60,000 letters a month asking for help. Dozens of people followed him in the street. Literally, crowds stood around the Standard Oil offices, waiting for him to come out. Little children, painfully thin, crying in the street and so on. Rockefeller felt overwhelmed. Assiégé par les opprimés, méprisé par l'ouvrier, traqué par Ida Tarbell et la presse muckraking, John Dee devait relever le plus grand défi en relations publiques. Et la solution était simple, inventer l'industrie des relations publiques elle-même. Il a embauché Ivy Ledbetter-Lee, un expert journaliste devenu expert en communication qui a inventé l'industrie des relations publiques modernes pour redorer l'image ternie des Rockefeller. C'est Lee qui a suggéré de donner son nom de famille au Rockefeller Center et le tournage vidéo de John Dee distribuant des pièces de monnaie aux pauvres. An early master of public relations, Lee used the media which the muckrakers had used to disgrace Rockefeller to turn him into a sympathetic figure. Ivy Lee recognized early the power of the new moving picture and used newsreels to show a remarkably benevolent Rockefeller. I am very grateful to you and to a host of people who are so kind and good to me all the time. Why? Because you're so good to everybody. Yes, you are. As Ivy Lee began to kind of control his public image, he became oddly a kind of American character. And people kind of warmed to him in a bizarre sort of way. It was like having Frankenstein on the loose walking around New York City or something like that with a cane and a long hat. Although this plane never takes off, this photo opportunity was presented as Senior's first flight. Perhaps Ivy Lee's most brilliant public relations move was the casting of Rockefeller as the man who gave out dimes. Don't you give a dime, Mr. Rockefeller? Oh, please. Go ahead. Give her a dime. Thank you, sir. Thank you very much. I consider myself... Thank you for the ride. I consider myself more than amply paid. Bless you, bless you, bless you. Ces cascades de relations publiques semblent évidentes aujourd'hui et seraient sûrement exposées. Mais elles étaient assez efficaces à l'époque. Encore de nos jours, les gens lancent des 10 cents à la base de sa pierre tombale, un petit obélisque égyptien de plus de 20 mètres qui domine la dernière chaumière de John Dee à Lakeview Cemetery de Cleveland. Mais ce ne sont pas des séances de photos manipulées comme celle-ci qui ont réussi à transformer Rockefeller en héros public. Afin de gagner le public, il fallait lui donner ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait était très prévisible. De l'argent. Mais tout comme son père, Devil Bill lui avait appris de s'assurer dans toutes ses relations d'affaires, Rockefeller s'est arrangé pour obtenir le meilleur bout du bâton. Il allait offrir en donation sa grande richesse pour créer des institutions publiques, mais ces dernières seraient utilisées pour façonner la société à sa guise. Comme chaque dirigeant historique l'avait réalisé, la société doit être transformée à partir de sa base. Les Américains au 19e siècle prisaient encore l'éducation et les quêtes intellectuelles. Avec le recensement de 1840 qui détermina sans surprise que les États-Unis, une nation qui avait été mobilisée par des influences comme le gros bon sens du remarquablement populaire Thomas Paine, était une nation de lecteurs avec un incroyable taux d'alphabétisation de 93 à 100%. Avant les premières lois sur la scolarité obligatoire dans le Massachusetts en 1852, l'éducation était privée et décentralisée, et ainsi une formation classique avec grec et latin et une base solide en histoire et en sciences était très répandue. Mais une nation de personnes qui pourraient réfléchir d'eux-mêmes était un anathème pour les monopolistes. Les oligarques avaient besoin d'une masse de travailleurs obéissants, toute une classe de gens dont l'intelligence a été développée juste assez pour les préparer à la vie de corvée dans une usine. C'est au cœur de cette opportunité que John D. Rockefeller arrivait avec son premier grand acte de charité publique, la création
de l'Université de Chicago. Il y arrive avec l'aide de Frederick Taylor Gates, un pasteur baptiste avec qui il se lie d'amitié en 1889 et qui est ensuite devenu son conseiller philanthropique préféré. Gates a écrit un court essai, L'École nationale de demain, qui expose le plan de Rockefeller pour l'éducation. Idéalement, nous avons des ressources illimitées et les gens céderont volontiers en parfaite docilité à notre main façonneuse. Les conventions éducatives actuelles s'effacent progressivement de notre esprit, et sans être gênés par la tradition, on façonne à nos ambitions face à un peuple reconnaissant et captif. Ni eux, ni même leurs enfants devraient être encouragés à devenir des philosophes ou des hommes de connaissance ou de science. Nous n'encouragerons pas leur formation en auteurs, orateurs, poètes ou hommes de lettres. Nous ne chercherons pas à engendrer des grands artistes, peintres ou musiciens. Et nous ne chérirons pas non plus la modeste ambition de produire parmi eux des avocats, des médecins, des prédicateurs, des politiciens, des hommes d'État, dont nous avons maintenant amplement en réserve. Bien que les ressources de Rockefeller n'étaient pas tout à fait sans limite, c'était tout comme. En 1902, il a créé le Conseil général de l'enseignement pour aider à mettre en œuvre la vision de Gates pour l'école de demain du pays, avec une énorme donation de 180 millions de dollars. L'influence de Rockefeller sur l'éducation se fit ressentir presque immédiatement, et elle fut amplifiée par l'aide de d'autres monopolistes de l'époque qui approchaient le thème de la philanthropie sous le même angle. Bien que mieux connu comme un magnat de l'acier, la fortune de Andrew Carnegie a commencé sur les chemins de fer qui transportaient le pétrole de Standard Oil de Rockefeller aux quatre coins du pays. Elle fut multipliée par un investissement lucratif sur des propriétés près de Oil Creek qui fournissaient des ventes de pétrole rentables et constantes. En 1905, il a créé la Fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement, une fondation non taxable par laquelle Carnegie et ses nominations pouvaient diriger le développement du système éducatif aux États-Unis et éventuellement dans le monde entier. En 1910, Rockefeller a emboîté le pas en créant la Fondation Rockefeller, qui est devenue l'organisation écran non taxable pour ses ambitions philanthropiques. Comme le comité Reese, une enquête du Congrès sur les activités de ces fondations non taxables dans les années 1950 a découvert, il n'aura fallu que peu de temps avant que la fondation de Carnegie n'approche la fondation Rockefeller avec une proposition. Coopérer sur leur volonté commune de façonner le système éducatif américain à leur image. Norman Dodd, le directeur de la recherche pour le comité du Congrès qui a obtenu l'accès aux documents de la Carnegie Endowment, explique. So they approach the Rockefeller Foundation with the suggestion that that portion of education which could be considered domestic be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the endowment. And they then decide that the key to the success of these two operations lay in an alteration in the teaching of American history. So they approach four of the then most prominent teachers of American history in the country, people like Charles and Mary Bird, and their suggestion to them is, will they alter the manner in which they present this subject, and they get turned down flat. So they then decide that it is necessary for them to do, as they say, build our own stable of historians. And then they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say, when we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American history, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say-so? And the answer is yes. So under that condition, eventually they assemble 20. And they take this 20 potential
teachers of American history to London, and there they're briefed into what is expected of them when, as and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned. And that group of 20 historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then toward the end of the 1920s, the endowment grants to the American Historical Association $400,000 for a study of our history in a manner which points to what can this country can it look forward to in the future. And that culminates in a 7-volume study, the last volume of which is, of course, in essence a summary of the contents of the other 6. And the essence of the last volume is the future of this country belongs to collectivism administered with characteristic American efficiency. Avec cette base pour la transformation fermement établie, la Fondation Rockefeller et compagnie se sont lancés dans un programme si ambitieux qu'il défie presque l'entendement. Ils ont transformé la pratique même de la médecine. Comme d'habitude, les oligarques qui ont financé ce changement étaient également là pour en tirer profit. Et encore une fois, John D. a pris Devil Bill comme modèle. William Rockefeller avait appelé sa marque d'huile de serpent Nugel pour nouvelle huile, et Standard Oil a recommercialisé Nugel comme un laxatif sur leur filiale Stenco. Fabriqué sur les mêmes principes que Flit, un insecticide aussi dérivé des sous-produits de la Standard Oil, Nugel, vendu à pharmaciens à 28 cents la bouteille de 6 onces, alors que le coût pour la Standard Oil exigeait moins d'1/5 de cent à fabriquer. Les produits pharmaceutiques ont fourni une nouvelle opportunité lucrative aux oligarques. Mais dans un début de siècle en Amérique, où une grande partie de la médecine était basée sur des remèdes à base de plantes naturopathiques, ils étaient difficiles à vendre. L'oligarchie a dû se mettre au travail pour changer ça. En 1901, John D. Rockefeller a créé l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. L'Institut a recruté Simon Flexner, professeur de pathologie à l'Université de Pennsylvanie, comme directeur. Son frère Abraham était un éducateur qui avait été contracté par la Fondation Carnegie pour écrire un rapport sur l'état du système d'éducation médicale américain. Son étude, le Flexner Report, ainsi que les centaines de millions de dollars des fondations Rockefeller et Carnegie qui coulaient à flot dans la recherche médicale pendant les années qui ont suivi, ont abouti à une refonte radicale du système médical américain. La médecine naturopathique et homéopathique, les soins médicaux fondés sur les cures et remèdes naturels, immonopolisables et non brevetables, étaient maintenant rejetés comme charlatanisme. Seule une médecine allopathique basée sur la pétrochimie et nécessitant des procédures médicales coûteuses et de longs séjours à l'hôpital devait être prise au sérieux. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Almost overnight, all of the major universities received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over
by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion. And it's amazing how little money it really took to do it. L'oligarchie a donné naissance à toute une industrie médicale à partir de leur propre centre de recherche, et ainsi vendu leurs produits pétrochimiques comme remède. Il y a eu Frank Howard, un exécutif de la Standard Oil of New Jersey, qui arriverait à convaincre Alfred Sloan et Charles Kettering à faire don de leur fortune au Centre sur le cancer, qui devait ensuite porter leur nom. En tant que directeur de la recherche au Sloan Kettering, Howard a nommé Cornelius Rhodes, un pathologiste de la Rockefeller Institute, pour développer ses recherches de temps de guerre sur le gaz moutarde pour l'armée américaine dans un nouveau traitement du cancer. Sous la direction de Rhodes, presque tout le programme et le personnel militaire de développement d'armes chimiques ont été réformés dans le programme SKI de développement de médicaments, où ils ont travaillé sur la conversion du gaz moutarde en chimiothérapie. L'histoire se répète. L'huile de serpent de Rockefeller serait vendue à nouveau comme une panacée contre le cancer. Les intérêts des oligarques dans l'industrie pharmaceutique en plein essor ont convergé dans des entreprises comme IG Farben, un cartel de médicaments et de chimiques formé en Allemagne au début du 20e siècle. Le prince Bernhard de Royal Dutch servait sur le conseil d'administration d'une filiale Farben dans les années 1930. Et le cartel américain, lui, de l'opération, mise en place en coopération avec la Standard Oil, tenait sur son conseil d'administration le président de Standard Oil, Walter Teagle, ainsi que Paul Warburg de Kuhn Loeb & Co., dirigé par Jacob Schiff de la famille Rothschild. À son apogée, IG Farben était la plus grande entreprise de produits chimiques du monde et la 4e plus grande entreprise industrielle du monde, juste derrière la Standard Oil of New Jersey. La société a été démantelée après la Seconde Guerre mondiale. Mais comme avec la Standard Oil, ces morceaux sont demeurés intacts et aujourd'hui, BASF, l'une de ses divisions chimiques, reste la plus grande entreprise de produits chimiques au monde. Tandis que Bayer et Sanofi, deux de ses divisions pharmaceutiques, sont parmi les 8 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Insatisfaits de tenir le simple monopole mondial de l'éducation et de la médecine, les mêmes intérêts oligarchiques ont comploté pour prendre le contrôle des finances des États-Unis. En 1910, le beau-père de John D. Rockefeller Jr., le sénateur Nelson Aldrich, Frank Vanderlip de la National City Bank et Paul Warburg, ainsi que divers agents de JP Morgan, se sont réunis dans le plus grand secret sur l'île Jekyll pour élaborer les détails de ce qui allait devenir la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. La Fed, établie en 1913, serait gérée par des personnes soigneusement sélectionnées par les oligarques eux-mêmes et leurs associés bancaires, y compris peut-être inévitablement le président de Standard Oil et directeur de IG Farben aux États-Unis, Walter Teagle. La famille Rockefeller entrera officiellement le domaine bancaire dans les années 1950, lorsque James Stillman Rockefeller, le petit-fils du frère de John D., a été nommé directeur de la National City Bank. Pendant ce temps, le propre petit-fils de John D., David Rockefeller, prenait en charge la Chase Manhattan Bank, la banque partenaire de longue date de l'Empire Standard Oil. Ce chapitre des Rockefeller est parfaitement reflété par celui de ses semblables, les Rothschild. Alors que les Rothschild avaient complété leur fortune bancaire avec des intérêts pétroliers, les Rockefeller complétaient leur fortune pétrolière avec des intérêts bancaires. Cumulant succès après succès dans la consolidation des monopoles de tous les domaines de l'activité humaine, les ambitions des oligarques sont devenues encore plus grandes. Cette fois, leur objectif était
de consolider le contrôle de l'approvisionnement alimentaire du monde. Et encore une fois, ils utiliseraient la philanthropie comme couverture pour le coup d'État. The Green Revolution began in 1943 when plant geneticist Norman Borlaug and a team of researchers arrived on Mexican soil. His goal was to improve agricultural techniques and biotechnological methodologies, which in turn would help alleviate starvation and improve the living quality of developing nations. Creating new genetically modified strains of wheat, rice, maize, and other crops, Borlaug planned to win the battle against world hunger. The hope was that these new crops and farming techniques would rescue third world countries from the brink of starvation. That's exactly what happened. The agricultural innovations brought to the poverty-stricken countries gave the farmers the skills and resources necessary to sustain themselves. This triggered a chain of events that would allow these once struggling nations to survive. Agricultural exports soared in quantity and diversity and allowed the countries to become self-sufficient. As the genetically modified crops thrived, farmers were able to use their increased income to purchase newer and superior farming machinery. This increase in revenue made farming easier, more reliable, and more efficient. The Green Revolution led to the modernization of agriculture and has had a profound social, economic, and political impact on the world. The Mexican government turned to the Rockefeller Foundation in their endeavor to nourish Mexico through agriculture. Norman Borlaug, inutile de le dire, était un chercheur de la fondation Rockefeller. Et la Révolution verte, quelle qu'en soit la hausse des rendements, a également créé de nouveaux marchés pour les intérêts propres aux oligarques dans l'industrie des engrais pétrochimiques et a donné lieu à la BCDC, le cartel des semences de Archer, Daniels, Midland, Bunch, Cargill et Louis Dreyfus. Ces entreprises, ainsi que leurs intérêts associés à l'industrie de l'emballage et de la transformation des aliments, ont formé le noyau de l'agrobusiness américaine, un concept développé à Harvard Business School dans les années 1950 avec l'aide de la recherche menée par Wassily Leontief pour la fondation Rockefeller. Les géants de l'agroalimentaire américain partagent un objectif commun, le pivot de l'agriculture au tiers-monde en un marché captif pour leurs produits. Dans cette perspective, le projet a été un succès fulgurant. Dans les années 1970, le réseau Rockefeller, Standard Oil et ses copains dans l'industrie des engrais azotés, y compris DuPont, Dow Chemicals et Hercules Powder, avaient pénétré les marchés partout dans le monde. Des marchés commodément imposés à leur profit par le gouvernement américain lui-même sous le président Johnson avec son programme Food for Peace, qui a forcé les pays bénéficiaires de l'aide à la dépendance à l'utilisation des technologies agricoles pétrochimiques, engrais, tracteurs, irrigation, pesticides, etc. Dans l'impossibilité de se permettre ces nouvelles technologies d'eux-mêmes, les pauvres pays du tiers-monde, bénéficiaires de cette révolution, devaient compter sur des prêts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le tout géré par la propre banque de Rockefeller, la Chase Manhattan, est garanti par le gouvernement américain, donc sans risque. Les coûts réels de la révolution verte, économique, agricole et environnementaux sont rarement exposés. L'accès à ces technologies junkies de pétrochimiques et financées par emprunt a exacerbé la différence entre les riches classes des propriétaires de terrain et les paysans sans terre dans des pays comme l'Inde, où la réforme agraire et l'abolition de l'usure ont été retirées de l'ordre du jour politique juste après le début de la Révolution verte. Qui plus est, le principal succès de la Révolution, l'augmentation des rendements agricoles, a été grandement surestimé. La croissance des rendements en Inde a plutôt ralenti après l'introduction de l'agro-industrie. La destruction de l'environnement est encore plus dévastatrice. Un aperçu de l'édition de décembre 2000 de Current Science note « La Révolution verte n'a pas seulement augmenté la productivité, mais elle a aussi produit plusieurs conséquences écologiques négatives, telles que l'épuisement des terres, baisse de la fertilité des sols, la salinisation des sols, l'érosion des sols, la détérioration de l'environnement, les risques pour la santé, la mauvaise durabilité des sols agricoles et à la dégradation de la biodiversité. L'utilisation abusive des pesticides, l'irrigation et la fertilisation déséquilibrée menacent la durabilité. »
Même la Fondation Rockefeller reconnaît les critiques de la Révolution verte, dont elle a financé l'existence, insistant sur le fait que les initiatives actuelles prennent en compte les leçons apprises. Malgré cela, la Fondation continue de financer la recherche et rédiger des rapports sur la façon d'améliorer la perspective de leurs investissements agro-industriels dans ces marchés ciblés. Aussi flagrante que la Révolution verte a été et continue d'être cependant, il était, à bien des égards, le prélude à un projet encore plus ambitieux, la révolution génétique. Maintenant, le projet est non seulement de monopoliser les technologies, les équipements et les chimiques pour l'agriculture du monde entier, mais à monopoliser l'approvisionnement alimentaire lui-même par le remplacement des semences naturelles du monde par des cultures génétiquement modifiées brevetables. Les acteurs impliqués dans cette révolution génétique sont presque identiques aux acteurs de la révolution verte, avec R.G. Farbin et ses rejetons comme Bayer, Crop Science et BASF Plant Science, se mêlant aux entreprises des oligarques associés traditionnels comme Dow AgroBusiness, DuPont Biotechnology et bien sûr Monsanto, tous financés par la Fondation Rockefeller et d'autres philanthropes, de la Fondation Ford à la Fondation Bill et Melinda Gates, en passant par d'autres organisations similaires. La convergence des intérêts philanthropiques de la grande entreprise avec ceux gouvernementaux et intergouvernementaux dans la promotion des cultures OGM dans le monde entier se confirme dans le nombre ahurissant d'instituts de recherche, d'associations industrielles et de groupes consultatifs consacrés à l'affaire. L'Institut Rockefeller a financé une recherche internationale sur le riz. Rockefeller Monsanto USA Brainchild Service International pour l'acquisition des applications d'agro-biotechnologie. Rockefeller Ford Banque mondiale ont créé le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et des dizaines d'autres organisations à consonance innocente pour promouvoir les cultures OGM dans les marchés cibles du monde entier, avec les bénéfices se retrouvant dans les coffres des oligarques. Un exemple représentatif de cette histoire est la néocolonisation de l'agrobusiness en Argentine, où Monsanto a mis au point une fraude élaborée pour laisser le pays junkie de son soya Roundup Ready génétiquement modifié avant d'exiger des redevances sur ces cultures qui poussaient alors déjà. DuPont a pris le relais en lançant le sournois programme Protein for Life pour imposer leurs propres graines de soya génétiquement modifiées aux pays pauvres. La même scène s'est jouée pays après pays, où les cultures OGM développées par le cartel sont imposées aux économies émergentes à travers l'aide alimentaire, généralement pendant les périodes de famine, lorsque ces pays sont particulièrement vulnérables. Seule une poignée de pays, comme la Zambie ou l'Angola, ont catégoriquement rejeté ce coup d'État OGM de leur approvisionnement alimentaire, généreusement subventionné par le gouvernement américain au profit du cartel de l'agro-industrie. Des pionniers mafiosos de la jeune industrie pétrolière aux ingénieurs sociaux machiavéliques et fraudeurs géopolitiques, les oligarques ont parcouru une longue route depuis l'époque de l'huile de serpent de Devil Bill, le charlatan. Mais leur recours à toutes sortes de tromperies et de ruses pour escroquer le public démontre bien comment John Dee et le reste des oligarques construisent leurs intérêts commerciaux. Comme le 20e siècle tirait à sa fin, il est devenu évident que le puissant cartel qui a bâti l'industrie pétrolière, Rockefeller, les Rothschild, les royaux britanniques et néerlandais, n'était plus à propos du pétrole, s'il l'avait déjà été. La prise en charge de l'éducation, de la médecine, du système monétaire, de l'approvisionnement en nourriture elle-même, démontre que l'objectif est beaucoup plus qu'un simple monopole pétrolier. C'est la quête de la monopolisation de tous les aspects de la vie, pour ériger le système parfait de contrôle sur tous les aspects de la société, dans tous les secteurs où un concurrent à leur pouvoir pourrait émerger. Ils ont remarquablement réussi, ont presque défié l'impossible. Du puits de pétrole à la pompe à gaz, de la ferme à la fourchette,
De l'hôpital aux médicaments, du forage au dollar US, il n'y avait presque plus d'aspects de la société qui n'étaient pas sous leur contrôle. Mais les oligarques n'ont pas terminé. Leur prochain projet, lancé à la fin du 20e siècle, est presque trop ambitieux pour être compris. Il ne concerne pas le pétrole, il ne concerne même pas l'argent. C'est la monopolisation de la vie elle-même. Ils ont passé des décennies à préparer cette prise de contrôle et à canaliser leurs ressources ahurissantes au service de leur plan. Et la grande majorité de la population mondiale, toujours victime des tours de passe-passe que les oligarques ont perfectionnés depuis longtemps, sont sur le point de se faire lessiver, encore une fois. Ladies and gentlemen, the battle against climate change is surely the most defining and pivotal challenge of our times. Even in a world full of daunting perils and crises, it is hard to imagine anything that poses a greater challenge and opportunity for humanity. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The science is unequivocally true, and that there is a price to carbon in their future. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because if where we are, there's nothing else. We have to start spending money, fast on the solutions that we have in hand to try and help these countries which are already seeing the effects of climate change today and seeing the effects of our consumption, basically. David Rothschild, thank you so much for joining us here on Bloomberg. Down in Pennsylvania, there is plenty oil, they say, petroleum, petroleum, we must all have some. The oily field